Donc impossible ici de faire le tour du monde de tous les conflits ni de tous les motifs concrets de tensions susceptibles de dégénérer ou non en guerre. Et je rappellerai juste, pour finir, dans la continuité de notre livret, qu'il y a, selon nous, notre livret, je ne me suis pas présenté, moi je suis l'un des rédacteurs de ce livret France indépendante au service de la paix. Donc cet atelier, cette conférence s'inscrit dans la continuité de notre programme. L'urgence est à préserver la paix. 3 grands facteurs de conflit qu'on a identifiés. Le premier, c'est que l'hégémonie des États-Unis sur la mondialisation libérale, donc hégémonie que nous ne regrettons en aucun cas, elle tend à laisser la place à ce qu'on pourrait appeler une mondialisation multipolaire, ou voire même apolaire, sans rentrer dans des termes trop techniques, mais l'idée d'un monde très désorganisé où il n'y a plus, en gros, une superpuissance qui peut imposer son ordre aux autres, si tant est que ça a vraiment été le cas. Mais ce nouveau monde, il ne nous protège pas du tout de la guerre, car pour plusieurs raisons. D'abord, l'Empire états-unien ne veut pas mourir, et il a encore une énorme suprématie militaire et d'énormes capacités de déstabilisation, et il les utilisera à plein. Le cas de l'Iran, grâce à une conception extraterritoriale de leur souveraineté et grâce à leur suprématie militaire, ils peuvent vraiment avoir une capacité de déstabilisation énorme. Le cas de l'Iran est un cas d'école. Monsieur Ourcade reviendra là-dessus. Et in fine, on arrive à une situation où, sans prétendre que les États-Unis soient l'unique responsable de cette situation, ils n'en sont pas moins le premier responsable, une situation où notre système de sécurité collective est menacé globalement. C'est-à-dire l'ONU, en gros, avec toutes ses imperfections, ses limites. Mais le droit international est systématiquement bafoué. Et en conséquence, nombre de pays, parmi lesquels les pays dits émergents, n'ont pas d'autre choix que de rentrer eux-mêmes dans une logique de puissance brute pour faire valoir leurs intérêts. On est donc dans une situation qui devient dangereuse. Et il y a urgence à renforcer notre action, à sortir de l'alliance avec les États-Unis, une vision occidentaliste du monde, à renforcer notre action au sein de l'ONU, qui est un cadre très imparfait, mais c'est le seul cadre universel de règlement des conflits. Le deuxième grand facteur de conflit, c'est la crise écologique qui vient s'ajouter à ce tableau. L'effondrement de la biodiversité, la raréfaction des ressources, etc., qui ne créent pas des conflits en tant que tels, mais qui viennent aggraver, se surajouter à tous ces conflits. Donc la planification écologique est au cœur de la question de la paix. Et enfin, ces évolutions, elles interviennent toutes. Il y a un troisième facteur de conflit, après des décennies de libéralisation sauvage, de financiarisation des économies, qui ont exacerbé les tensions entre les nations et à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça se traduit par la montée des tensions xénophobes, des tensions identitaires partout, pas que au Proche-Orient ou au Sahel, c'est partout qu'on voit des logiques identitaires qui remontent brutalement. Voilà, et face à ce néolibéralisme, cette mondialisation néolibérale, nous ne devons pas nous laisser enfermer dans la fausse alternative que nous propose Trump entre d'un côté un libre-échange dont on connaît les conséquences très négatives, et de l'autre, un protectionnisme unilatéral, brutal, non concerté, qui sont les deux facettes d'une même guerre économique, en fait. Et nous, comme vous le savez peut-être, nous proposons un protectionnisme solidaire, dont les principes sont présentés dans une autre conférence, donc je ne m'y attendrai pas ici. Voilà, je vais laisser la place à nos amis. On ne sera pas étonné ici de la place donnée au Proche-Orient et au Sahel dans cette conférence. Si ces régions sont dans un état aussi catastrophique, c'est peut-être parce qu'elles ont la particularité de cumuler, d'agréger l'ensemble des facteurs de conflit que j'ai pu énumérer plus haut. Un conflit comme la Syrie, agrège l'ensemble de ces facteurs de conflit. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, on dit oui, alors il paraît qu'on a vaincu Daesh, etc. Tout cela est totalement faux. La situation est extrêmement instable. Je ne parle même pas des conséquences possibles de la rupture de l'accord iranien, mais ne serait-ce que Daesh, cet été, se refait la cerise, comme on dit, occupe des villes en Irak, etc. Donc ça passe relativement à côté des radars médiatiques, mais c'est un fait. Donc nous parlerons de l'accord iranien, nous parlerons ensuite avec nos amis kurdes d'un exemple d'une solution non confessionnelle et non ethnique, donc une vraie solution politique pour construire une paix durable au Proche-Orient. Ensuite, M. Bourgeot nous parlera de la situation au Mali et au Sahel. Et enfin, notre camarade de Morena qui a gagné les élections au Mexique, nous parlera de la situation géopolitique là-bas, puisque la victoire de Morena au Mexique peut être un tournant très important dans la région là-bas. Je vous remercie.
La parole à Bernard Ourcade. La parole à Bernard Ourcade pour une quinzaine de minutes sur les conséquences de la rupture de l'accord iranien. Oui, bonjour. Je vais me décaler. Le micro. Je parle. Oui, je pense que ça marche, oui. D'abord, merci de m'inviter à participer à cette réunion pour non pas apporter des réponses, mais poser peut-être de bonnes questions. Et en préambule, je voudrais vous dire que l'Iran n'est pas un paradis. Et si dans mon intervention, je donnerais des éléments dynamiques et positifs de l'évolution de la situation iranienne, ne pas oublier que ce n'est pas un paradis en matière de droits de l'homme, d'économie, d'égalité, de liberté, etc. On dit souvent qu'en Iran, il y a liberté de la presse, liberté d'opinion, mais il n'y a pas de liberté après l'expression. Il faut se rappeler qu'en 78-79, il y a eu une vraie révolution en Iran. Vraie révolution qui a renversé un régime pro-américain qui était la principale barrière contre les bolcheviks, contre l'Union soviétique qui était sur la frontière et qui menaçait de prendre l'Iran. Et donc la chute du Shah et de l'armée américaine en Iran en 79 a été un traumatisme dans le cadre de la guerre froide. D'où ce nouveau régime iranien était le diable puisqu'il mettait en place un pouvoir potentiellement soviétique. Deuxièmement, le régime du Shah tombe, une monarchie au profit d'une république. Une république dans le Moyen-Orient, ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? Troisièmement, c'est une révolution qui est faite au nom des droits de l'homme. C'était l'époque où Carter annonçait que les droits de l'homme sont un effet important. Et les Iraniens ont dit, d'accord, nous voulons droits de l'homme, nous voulons république, nous voulons indépendance. Et la révolution iranienne en 77, 78, vainqueur en 79, ça a été indépendance contre les États-Unis, liberté, démocratie, république, point de vue politique, et islamique, parce que l'islam, effectivement, est le ciment de l'identité historique de l'Iran, et le clergé iranien était le moyen, à ce moment-là, de renverser le pouvoir. Donc, une vraie révolution s'est produite en 79, ne pas l'oublier, et les gens s'en souviennent toujours. Deuxièmement, aujourd'hui, 40 ans plus tard, l'Iran est le pays qui est le seul de la région à avoir fait l'expérience de l'islam politique. On pense, avec le printemps arabe, que l'islam était la solution. Et ça a marché plus ou moins mal. En Iran, ça fait 40 ans que l'islam et politique sont mariés, que des religieux, notamment, contrôlent le pouvoir. Et la société iranienne et les clergés lui-même et les enfants des révolutionnaires de 78-79 qui plaidaient pour l'islam révolutionnaire ont fait le bilan 40 ans plus tard, disant que c'est très bien l'islam politique, mais ce n'est pas parfait. Autrement dit, nous avons là une société complexe qui a fait l'expérience d'une aventure politique dramatique pour les Iraniens, mais dont ils sont capables aujourd'hui de tirer les leçons, au point qu'ils ont été capables d'accepter, de signer un accord avec les États-Unis, avec le grand Satan, avec les États-Unis, sur le nucléaire, avec d'ailleurs l'ensemble des autres pays, des grandes puissances internationales, Russie, Chine, Union européenne. Et donc l'Iran est le seul pays qui finalement a une société civile sophistiquée. L'Iran produit plus d'ingénieurs que la France. La totalité de la population est alphabétisée quasiment aujourd'hui. 80% habitent en ville. On a donc là une vraie société qui finalement n'a pas vécu de guerre importante, sauf la guerre Irak-Iran, j'y reviendrai, et qui est donc capable aujourd'hui d'être stabilisée. C'est la seule société stable dans la région qui, Dieu merci, n'est pas encore été ravagée par une guerre. Mais il y a eu cependant la guerre Irak-Iran, la plus longue du XXe siècle, 1980-1988, soutenue de facto par les Français, les Américains, les forces internationales anti-soviétiques, pensant qu'effectivement, la guerre aurait permis d'éliminer cette nouvelle république qui a porté des illusions, des rêves de démocratie, de liberté et d'indépendance dans le Moyen-Orient. Ça n'a pas marché. Résultat, les Iraniens aujourd'hui, qui gouvernent le pays, sont les anciens combattants de la guerre 14-18, je dirais. C'est presque la même chose. C'est les mêmes. Quand on avait les gens de la guerre 14-18, on dirigeait la France pendant 40 ans. Et ceux de la Seconde Guerre mondiale dirigeaient la France pendant 40 ans. Les gens qui dirigent l'Iran d'aujourd'hui, ils sont en train de gouverner l'Iran et pendant 15 ans encore. Les anciens combattants sont au pouvoir. Et donc tout ceci fait que l'accord sur le nucléaire de 1915 a été une vraie révolution. Parce que la société civile, notamment les femmes iraniennes, les jeunes Iraniens et les moins jeunes, les anciens révolutionnaires qui ont 60 ans aujourd'hui, qui ont fait la révolution contre le Shah, contre l'impérialisme américain, pour la liberté, pour les droits de l'homme, ils ont fait des choses pas très catholiques, je dirais. C'est un fait. Mais ils rêvent toujours d'un Iran libre, indépendant et démocratique. Et ils ont été prêts à dire il faut un accord des Américains. On ne peut pas continuer comme ça. Et Obama, pour la première fois, a dit je reconnais la République islamique d'Iran et non plus le régime des mollahs. Autrement dit,
une société civile a réussi à imposer au régime politique, avec tous les guillemets qu'il faut mettre à cela, un accord historique, une victoire finalement, avec les Américains autour du nucléaire, permettant pour la première fois à ce que l'Iran, les Iraniens, puissent accéder au commerce international. L'Iran était totalement sous embargo depuis 1979, de facto, ça n'a pas changé. Vous ne pouviez pas avoir une carte bleue en Iran, ça ne marchait pas. Tout était bloqué. Le développement économique iranien était bloqué. L'Iran, deuxième producteur potentiel de gaz, importe du gaz naturel pour l'exporter vers la Turquie, parce qu'il n'en produit pas assez, alors qu'il pourrait être le principal exportateur. Tout ceci donc a été bloqué en Iran, mais ils ont accepté de jouer le jeu. Cela dit, si l'accord sur le nucléaire avait marché, on aurait vu, et on l'a vu, Peugeot, Renault, Total, toutes les entreprises mondiales sont allées en Iran, disant il y a enfin une société où tous les ingénieurs qu'il faut, il y a de l'argent, une société qui a fait l'expérience de l'islam politique, donc pas de risque de nationalisation de troupes sociaux, unanimité nationale pour pouvoir respirer et rentrer enfin dans la mondialisation et par une voie pacifique. Donc un espoir gigantesque en Iran à partir de 1975. Et que se passe-t-il ? Tout a été prévu. Fabius en particulier a dit mais si les Iraniens se trompent, il faut qu'on puisse revenir aux sanctions. Les Iraniens sont des menteurs, des voleurs, des bandits, c'est bien connu. On n'a pas pensé que le voleur, le bandit et le menteur, ce ne seraient pas les Iraniens, mais les Américains. Et Trump dit l'accord, je le déchire. Pourquoi ? Parce que cet accord est un excellent accord qui pouvait réussir. Le régime des mollahs, comme on dit, le système despotique iranien, était fragilisé par 40 ans d'usure du pouvoir et la pression sociale. Si maintenant cette société civile, ces ingénieurs, ces hommes, ces femmes, ces gens, ces intellectuels, ces jeunes, ont la capacité de vivre normalement, d'aller à l'extérieur, d'avoir avec eux, non pas 2 ou 3 000 étrangers, mais 300, 400 000 étrangers qui vivent, la société pourra s'ouvrir et ainsi le rapport de force faire que les mollahs au pouvoir seront, s'ils sont intelligents, prêts à se retirer du pouvoir et pousser en dehors du pouvoir. On avait là une perspective de démocratie et d'avoir dans le Moyen-Orient un pays stable et fort que l'Égypte aurait pu être, l'Égypte hélas ne l'est pas, que l'Irak aurait pu être, l'Irak hélas ne l'est pas, et que l'Arabie sera peut-être dans 50 ans, mais n'est pas pour l'instant. L'Iran est le seul pays pouvant apporter la stabilité à un moment où en plus émerge le produit d'un de nos amis. Nos amis, ce sont les pays, les monarchies pétrolières qui n'existaient pas en 75-78. Dubaï n'existait pas, pratiquement, indépendance 72. Et qui sont devenus les bons musulmans. Les bons musulmans de l'époque, c'est un régime despotique, monarchique, avec l'islam le plus réactionnaire, l'islam wahhabite, qui sont développés du Mali jusqu'à Paris et qui a permis de mettre en place, parce que ça ne marchait pas, tout ce qui est devenu Al-Qaïda ou Daesh par la suite. Et on sait que ça a coûté en France en particulier. Et l'Iran se retrouve donc en face de chez eux, à quelques kilomètres, les monarchies pétrolières soutenues par les Occidentaux, y compris les Français, armées jusqu'aux dents, produisant quoi ? Produisant de l'islam politique façon 1960, et les Iraniens en sont revenus. Et donc, ils se retrouvent, eux, pays potentiellement démocratiques, libéral et dynamique, face à un autre système. On a face à face ainsi 2 systèmes politiques. Et le choix est à faire. Entre d'un côté, choisir qu'il y ait en Iran un pays qui soit, avec tous les guillemets qu'il faut à cela, capable d'installer militairement, peut-être quelquefois, une certaine stabilité, quand il le faut. L'armée, quelquefois, peut servir à sécuriser un certain nombre de choses, mais surtout à apporter un modèle économique. Je pense aux femmes iraniennes. La menace iranienne, ce n'est pas la bombe atomique iranienne. Aucun d'entre nous ne mourra sous une bombe atomique iranienne. Ce sont les femmes iraniennes. On m'a demandé une fois à l'Académie militaire américaine de faire une conférence sur la menace iranienne. J'ai dit d'accord. Et premier truc que j'ai mis, une jolie fille iranienne, les Iraniennes ne sont pas les plus moches, disant voilà le danger pour l'Arabie saoudite. C'est les femmes iraniennes qui pendant 40 ans ont combattu, sont bataillées sous le Tchador et sont le symbole de ce qu'est l'Iran moderne. Encore potentiel certes, mais qui ont montré leur influence. La menace, elle est là. En Arabie saoudite, ce n'est pas la menace militaire iranienne, c'est la menace d'un changement social, démocratique et populaire. Les Iraniens sont devenus républicains. Et ça, c'est révolutionnaire. Ce n'est pas une république démocratique, ce n'est pas la question. Mais ils sont républicains. Et cette dynamique politique, Trump veut la casser parce qu'elle pourrait mettre en place, effectivement, un pays émergent, un ensemble émergent qui, pour les pays qui tiennent le monde, est un danger. Entre l'ex-Union soviétique ou la France ou les grandes puissances comme les États-Unis, de voir que l'Iran, le Nigeria, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud émergent, c'est un danger. Ça remet les choses en place. Et donc, il faut casser cela. L'opportunité, et Israël en est un élément, il faut casser cet accord. Le résultat, c'est que l'on a en face 2 puissances qui peuvent provoquer la guerre. Non pas en France directement, bien que par Daesh, nous avons des formes de militaires d'intervention, mais entre Iran et Arabie saoudite, directement ou indirectement, on le voit au Yémen, on le voit en Syrie, ça peut entraîner des drames, et le drame syrien, on en a des conséquences en France.
Autrement dit, le fait de ne pas rééquilibrer les relations avec l'Iran et ne pas faire que l'accord sur le nucléaire, on s'en fiche de l'accord sur le nucléaire en lui-même, mais d'être obligé que les sanctions américaines nouvelles fassent qu'il est interdit, et Air France vient de se retirer, Total s'est retiré, toutes les entreprises internationales sont retirées, parce qu'il est impensable, si vous voulez produire une montre en Iran, pas de problème, produisez une montre. Mais vous vous rendrez compte que dans votre montre, il y a 10% de matériel qui sont américains. Vous ne pouvez donc pas produire une montre en Iran. Et ceci pour 99% de la production industrielle. L'Iran est mis en dehors du monde. On ne peut pas maintenir un pays de 80 millions d'habitants qui a cette dynamique, cet espoir d'ouverture et de démocratie sous le boisseau en permanence. Ça ne va faire que des éclatements et donc un drame. Pour te conclure, je dirais qu'on a aujourd'hui donc ce risque de déstabilisation alors qu'il y avait un espoir immense. Et il y a deux stratégies en face qui se font face à face. Le système iranien, avec ses contradictions, produit une chose intéressante. Ça produit 2 médailles Fields de mathématiques. Combien de pays ont des médailles Fields de mathématiques? C'est le prix Nobel de mathématiques. 2 sont iraniens. Ont dû quitter le pays, certes, mais ils sont iraniens. Ils ont produit des palmes d'or à Cannes. D'autre côté, l'Arabie Saoudite et les monarchies pétrolières, nos amis, monarchies pétrolières, nous ont produit Daesh et Al-Qaïda. Il y a le choix entre la palme d'or à Cannes ou Al-Qaïda. Nous avons fait le choix d'Al-Qaïda. C'est évidemment un discours de propagande naïf, mais il faut quelquefois dire les choses clairement. Il y a des choix à faire. Et effectivement, il s'agit d'encourager la société saoudienne à évoluer, mais ça demandera 50 ans, et nous avions là la possibilité de faire quelque chose. Enfin, un dernier élément important sur les États-Unis. Nous avons là l'exemple en Iran. Ça a été le premier pays pour lequel le terme guerre froide a été utilisé en 1947. Premier pays où la CIA a fait un coup d'État en 1953. Le premier pays qui a fait la première révolution post-soviétique. On pensait que la révolution de 1978 était soviétique. Non, non, ce n'est pas une révolution communiste, c'est autre chose. C'est l'émergence de nouveaux pays. Et c'est l'Iran qui fait l'expérience aujourd'hui avec l'accord américain, fait l'exemple d'un pays qui est totalement, qui montre à quel point les États-Unis ont atteint une puissance, comme dit le fabuliste Cuya Minor Léo, parce que je m'appelle le lion, je suis le lion, je suis plus fort, je vous emmerde. Et donc les États-Unis font ce qu'ils veulent en Iran, écrasent ce pays-là, ça ne peut amener que des dangers. Lafayette avait libéré les Américains du joug britannique, c'était il y a fort longtemps. Nous assistons avec le drame iranien aujourd'hui, qui est un symbole à l'effondrement de l'Empire américain. Ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que les Américains sont nos alliés militairement dans l'OTAN, on ne change pas un système. Mais là, comme en 1947, l'Iran avait été le début de la guerre froide, prenons l'exemple iranien, de voir comment la puissance américaine aujourd'hui doit nous amener à repenser politiquement et sur le fond le bilan des 70 ans ou ces 2 siècles d'amitié avec les États-Unis. Il ne s'agit pas de faire la guerre aux États-Unis, il s'agit de tirer des bilans. Et l'exemple iranien est assez instructif de ce point de vue-là. Je m'arrêterai là, merci. On voit les professionnels du timing. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors voilà, au Proche-Orient, donc on a également nos amis du HDP. Donc HDP est un parti turc et kurde. Voilà, parce que ce n'est pas que kurde. Et ce qui est le côté intéressant dans le HDP, c'est qu'à la fois, c'est le premier grand parti de gauche en Turquie à prendre vraiment, réellement en compte la question kurde, sérieusement, à proposer des vraies possibilités de solutions politiques. Ils sont l'objet d'une grande répression en Turquie actuellement. Et surtout, au-delà du seul cas turc, il y a également le cas syrien. La famille politique à laquelle appartiennent nos amis est l'une des rares familles politiques organisées au Proche-Orient qui proposent des solutions non ethniques, non confessionnelles, pluralistes, c'est-à-dire que tout en étant des solutions non ethniques, elles tiennent compte des différences culturelles, linguistiques, etc., qui sont réelles là-bas et dont il faut tenir compte. Et donc, Zeynep Boga, qui est membre du comité exécutif du bureau politique du HDP turc, va nous exposer des exemples de solutions pour un règlement non confessionnel et non ethnique de cette énorme guerre qu'est le Proche-Orient,
avec des théâtres variés, mais dont la Syrie et l'Irak sont les plus violents. À vous. Et par contre, il y aura une traduction. Donc voilà, je vous invite à être patient sur... alors par contre, vous prenez deux... Ouais, alors, il y a... le micro... Moi, je vais le prendre pour... Ouais. Par contre, celui-là, il ne marche pas. Si, il faut l'allumer. Encore faut-il que je sache l'allumer. Voilà, ça marche. Vas-y, sıra sende. Söyle. Ben de HDP Partisi adına bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Ve bu programı hazırlayan tüm dostlara, arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Je tiens au nom de HTP saluer l'ensemble des participants et remercier les organisations de cet événement. Tabii ki konular, kapsamlı konular söz konusu. Bugün tartışmamız gereken birçok konu var. Bir başlık da savaş ve barış. Savaş insanlık adına ve insanlık için ne ifade ediyor? Savaşların olduğu yerde barışa nasıl döndürebiliriz? Savaşlar kolay. Yıkımdır, gözyaşıdır, şiddettir, ölümdür, korkudur. Bunları yapmak, savaş yapmak kolay ama barışı inşa etmek gerçekten çok zor. Aujourd'hui, différents thèmes seront bien entendu évoqués, mais le thème qui nous intéresse ici dans ce colloque est la paix. Il est bien entendu très facile de faire la guerre. La guerre, c'est la destruction. La guerre, c'est la famine. La guerre, c'est des larmes. La guerre, il est facile de détruire, mais ce n'est pas aussi facile de construire la paix. Biliyorsunuz Orta Doğu aslında en kadim alanlardan biri, eski alanlardan biri. Ama maalesef hep gözyaşı, savaş, egemen güçlerin kendisini oluşturmak istediği ve aynı zamanda sürekli halklara şiddet ve savaş ölümü öngördüğü bir coğrafyada yaşıyoruz. Tout comme vous le savez, le Moyen-Orient, l'une des régions les plus anciennes du monde, malheureusement n'a connu que la guerre et la souffrance. Du fait que les puissances étrangères ont obligé les peuples vivant dans cette région, dans cette géographie, dans cette région du monde, à ne connaître que la guerre et les souffrances. İlk insanlık aşamasından sonraki dönemlere aşağı ve yukarı Mezopotamya dediğimiz alanlarda 72 dilin yani halkın yaşadığı bir coğrafyada bugün yavaş yavaş savaşlarla, inkarlarla, imha ile birçok halkın ortada kaldırıldığı, yaklaşık bir 20-25 halkın ve dilin kendisini koruduğu bu bağlamda bugün yeryüzünde birçok halkın yok edildiği bir coğrafyadan söz ediyoruz. Nous parlons bien entendu d'une géographie, d'une région du monde qui s'appelle la Mésopotamie, qui est le berceau de l'humanité, qui a autrefois était le nid des dizaines de peuples différents, où on parlait plus de 72 différentes langues. Et la plupart de ces peuples ont été victimes de génocides et de disparitions totales. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne comptons que 25 différentes langues qui sont parlées et des peuples qui sont complètement disparus de la carte. Böylece tabii halklar dedik. Gerçekten Orta Doğu halklar bahçesi, mozaik bahçesi, inançlar bahçesi. Dolayısıyla bu nedenle bu kadar savaş derinleşiyor. Örneğin Rojava bunun bir örneğidir. Kobani bunun bir örneğidir. Dolayısıyla IŞİD çetesinin öncülüğünde egemen olan güçlerin savaşı özellikle Kürtlere ve diğer halklara yönelik
dayatılan imha ve inkarı hep birlikte izledik, gördük. Nous connaissons bien entendu l'extermination dont le peuple kurde a été, tout au moins avec la mise sur pied de Daesh et d'autres organisations de ce type dont le peuple kurde a été victime d'attaques. Malheureusement, dans cette région du monde, les peuples sont soumis à sont victimes d'une persécution et d'une guerre qui perdure depuis longtemps. Bu nedenle diyoruz insan olmak önemli, barışçıl, demokratik bir ortamda birlikte dillerin, dinlerin, kültürlerin bir arada yaşaması önemli ve aynı zamanda bu inşayı yaparken de gerçekten birçok zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü kolay değil. Yani barışı inşa etmek kolay değil. Dolayısıyla Orta Doğu'da aslında halk olmak, Kürt olmak, kadın olmak kolay değil. Toplamında biz de hepsinin ortasındayız. Hem Kürdüz, hem kadınız, hem HDP'liyiz. Dolayısıyla HDP bu bağlamda savaşa karşı demokratik çözümü, yeni yaşamı inşa etme konusunda da tabii ki iddialı ve aynı zamanda bir perspektife sahiptir. Il est bien entendu qu'en tant que parti HDP, nous avons la prétention de lutter, de vouloir construire un monde meilleur où les différents peuples, différentes cultures peuvent vivre en paix ensemble. Mais nous connaissons aussi les difficultés de construire une paix durable dans cette région du monde. Nous connaissons les difficultés d'être kurde, d'être femme, d'être militant de HTP, d'être HTP et de vouloir construire une paix durable dans cette région. Yani bunu dile getirirken tabii ki dile kolay. Gerçekten kolay değil. Yeniden Orta Doğu'da insanca yaşayabilmek için kendi külünden yeniden kendisi yaratmak gerekiyor. Başta da biz kadınlar. Dolayısıyla bunun mücadelesi Rojava ve Kobani'de verildi. Adeta aslında çetelere, egemen güçlere, aynı zamanda DAEŞ'e meydan okudu. Kürt kadın hareketi şahsında model teşkil edebilecek bir mekanizma yaratmak istendi. Aslında biraz saldırı da buna dönüktür. Yani mevcut olan yeniden yaşama inşa ederken demokratik moderniteyi esas alan bunun merkezine de insan yaşamı, dilleri, dinleri, renkleri koyan bir yaşam biçimi savunduğu için bu kadar saldırıya mağdur kalıyor. Un exemple extraordinaire, c'est le cas de Rojava. Rojava, c'est le Kurdistan syrien, pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas l'appellation. C'est parce que nous avons lutté, nous avons voulu mettre en place un système basé sur une démocratie moderne, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est parce que nous avons voulu mettre en place et nous continuons à nous battre de mettre en place ce système que le peuple kurde a été attaqué aussi bien à Kobane que dans d'autres régions du Rojava. Il est facile de dire que nous voulons construire une paix, mais il n'est pas aussi facile de le construire réellement. Et c'est pour ça que le rôle joué par les femmes kurdes, notamment au Rojava, a été déterminant dans cette lutte. Tabii bunu biz Orta Doğu'dan bağımsız veya Türkiye'de içinde yaşadığımız ülkeden bağımsız ele alamayız. Savaşlar birbirine paraleldir. Demokratik yaşam felsefesi veya modeli de bununla paraleldir. Biri sana savaşı dayatıyor. Sen kendini savunmak durumundasın. Kendi yaşamını oluşturmak durumundasın. Dolayısıyla bu savaş, Orta Doğu Savaşı'na karşı Sayın Öcalan'ın kimi projeleri var. Örneğin bu proje Orta Doğu halkların, 4 parça Kürdistan'ın, dünyada yaşanan bir bütün yeryüzünde yaşayan tüm canlıların yaşama hakkı olduğunu, birlikte yaşama zeminin oluşması gerektiğini vurguluyor.
Dolayısıyla biz hem kadın olarak hem Kürt olarak da hem de HDP'nin birleşeni olarak da bunu bu felsefeyle yeniden barışı nasıl inşa ederiz konusunda da kimi girişimlerimiz ve çalışmalarımız olduğunu belirtmek gerekiyor. Bien entendu, nous ne pouvons pas voir tout ceci sans lien avec tout ce qui se passe dans d'autres pays du Moyen-Orient, et en particulier avec ce qui se passe dans des pays comme la Turquie, par exemple. Pour ce qui est de la construction de la paix, aussi bien au Kurdistan, dans les 4 parties du Kurdistan, qu'au Moyen, nous nous basons sur la philosophie élaborée par le président Öcalan, dont le principe fondamental est la fraternité entre la paix, vivre ensemble, quelles que soient nos origines, quelle que soit la culture dont nous sommes originaires. Onun için biz HDP'lerin işi zor. Biliyorsunuz Türkiye'de bir halklar bahçesi. Biz bu bahçeye gerçekten can, kan vermek istiyoruz. Bu çiçekleri büyütmek istiyoruz ama egemen güçler istemiyor. Bu nedenle 10 binlerce üyemiz cezaevinde, parlamenterlerimiz cezaevinde, seçilmiş eş başkanlarımız cezaevinde. Tabii ki demokrasi kolay değil. Demokrasiyi oluşturmak, inşa etmek kolay olsaydı her gün bir demokratik yaşamı inşa ederdik. Hele Orta Doğu'da demokrasiyi yerleştirmek, demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi büyütmek gerçekten zor bir iş. C'est pourquoi le travail de HDP n'est pas facile. Vous savez, la Turquie, bien que ce soit un jardin des peuples, et nous souhaitons apporter de l'eau à ce jardin pour faire renaître la démocratie, pour faire grandir la démocratie. À l'heure actuelle, des dizaines et des dizaines de milliers de militants élus, parlementaires, maires appartenant au HDP sont en prison. Les 2 co-présidents de HDP sont en prison. Plus nous luttons pour la paix et pour la démocratie, mieux nous sommes attaqués par ceux qui veulent tuer la démocratie et l'espoir de la paix. Bütün bu olan bitenlere karşı tabii ki bizim de kimi söylemlerimiz, projelerimiz söz konusu. Her şeyden önce biz bir halk hareketiyiz. Halklar hareketiyiz. Tüm mesela HDP'nin bileşenleri olarak da farklı inançlardan, halklardan, renklerden oluşuyor. Ermenisinden Sünni, Alevisinden, Kürdü, Türkünden tutalım, Çerkezine kadar birçok halkların içinde yer aldığı, mekanizmasında, yönetim kademelerinde yer aldığı, dolayısıyla birlikte demokrasi mücadelesi verdiğimiz bir mekanizma, bir siyasi parti, yani bir halk partisi aslında. Böyle belirtmek gerekiyor. Contre les attaques dont HDP a été victime, bien entendu, nous avons aussi les moyens de lutter. HDP, c'est un parti des peuples. Au sein de HDP, il y a les Turcs, il y a les Kurdes, il y a les Arméniens, il y a les Assyriens, et il y a aussi d'autres minorités vivant en Turquie. Ensemble, nous luttons, nous continuerons à lutter pour la construction de la paix et de la démocratie. Çalışmalarımızın merkezinde öncelikle insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, dolayısıyla bir bütün insanların bir araya yaşayabilecek mekanizmayı savunuyoruz. Bu bağlamda tüm savaşlara, şiddete, tutuklamalara rağmen biz iddialıyız. Çünkü biz bu mevcut olan sisteme karşı baş eğmedik, düz çökmedik. Bu bağlamda dimdik ayaktayız. Malgré toutes les interpellations et les emprisonnements, nous avons mis au centre de nos activités les droits de l'homme, les droits des femmes, les droits des enfants, en un seul mot, le droit des humains. Donc ensemble, nous continuons de lutter et nous continuerons de lutter. Yani barış istemek gerçekten bugün ülkemizde suç teşkil ediyor. Eskiden savaş demek suçtu, şimdi barış demek barışı isteyen, talep eden tutuklanıyor. Dolayısıyla coğrafyamızda her gün hani barış diyoruz, ekolojik bir dünya, barışçıl bir dünya talep ediyoruz ama her gün örneğin Bhutan'da,
Diyelim yine Lice'de birçok yerde bir aydır yangınlar var. Oysa biz şunu savunuyoruz. Demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü paradigmayı yani toplamında taleplerimizin çerçevesi bu ama yangınlara bile müdahale edemiyoruz, bırakmıyorlar. Böyle bir dünya, böyle bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Nous vivons dans un pays où vouloir la paix est un crime. Autrefois, être pour la guerre, que c'était un crime, mais aujourd'hui en Turquie, lutter et vouloir la paix est un crime. Nous défendons aussi l'écologie, par exemple, dans notre pays, à l'heure actuelle, dans plusieurs régions de notre pays, des forêts sont en feu. L'État n'intervient pas. Lorsque la population civile souhaite intervenir afin d'éteindre le feu, l'État les incrimine et les considère comme étant des fauteurs de troubles ou des criminels. Yani sonuç ne olursa olsun barışı inşa etmek zor dedik. Yeni yaşamı inşa etmek zor dedik. Ama bu konuda biz iddialıyız. Çünkü temel gerekçemiz bu. Yaşam gerekçemiz bu. Siyaset yapma gerekçemiz bu. Bunu yapmak durumundayız. Başarmak durumundayız. Bu bağlamda çalışmalarımız hem Orta Doğu'da, Avrupa'da birçok dost kurum kuruluşlarla zaten tartışıyoruz, çalışıyoruz. Bu bağlamda işimiz kolay olmadığı gibi bunun farkındayız. Ama mutlaka başarabileceğimize inanıyoruz. Nous savons que notre travail est difficile, mais nous savons aussi que nous n'avons pas d'autre choix que de réussir. Réussir de construire la paix, réussir de construire la démocratie, avec aussi bien dans notre pays au Moyen-Orient que ensemble avec nos amis en Europe. Nous savons qu'il est difficile, mais nous savons aussi que nous n'avons pas d'autre choix que de réussir et nous réussirons. Yani zulme karşı demokratik modernite çerçevesinde herkesin kendisi ifade edebildiği, özgürce yaşayabildiği, bunun öncülüğünü de kadınların yapabileceği bir dünya özlemiyle. Yani zaten HDP'nin içinde mekanizmalarında her yerde eşit temsiliyet söz konusu. Eş başkan sistemimizde, yönetim sistemimizde, yürütme kurulunda. Dolayısıyla kadın meclisi, özgün kadın çalışmalarını esas alan, bu bağlamda toplumun yarısı olan biz kadınlar demokratik siyaset zemininde mücadele etmediğimiz müddetçe bu dünya, bu savaş durmaz, dünya özgürleşmez diye düşünüyoruz. Bu da bizim bakış açımız ve yaklaşımımız. Biz bu eksenle zaten çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aussi, je tiens à vous dire que contre la tyrannie, et c'est aussi la politique de HTP. D'ailleurs, au sein de HTP, nous avons mis en place un système d'égalité entre les hommes et les femmes où à chaque instance de parti, il y a un système de co-présidente, une femme et un homme. Et dans notre vision des choses, l'émancipation de la femme, c'est aussi le développement de la démocratie, c'est aussi la construction de la démocratie. Nous, les femmes qui sommes la moitié de la société, nous pouvons apporter beaucoup et c'est nous qui construirons la démocratie c'est le monde que nous rêvons. Bunun örnekleri fazlasıyla biliyorsunuz yaşadık tarih boyunca. Örneğin bu kent de aslında Fransa'da kadim kentlerden biri. Direnişin kalesi. Biz burada da güç alıyoruz, örnek olumlu olan özelliklerini kendimize alıyoruz. Bir feminist kadın hareketinde de olumlu özellikleri alıyoruz. Tez, sentez, antitez derler ya, bunu bir araya getirip kadınlar için, halklar için, demokratik bir siyasetin önünü açabilmesi için, insanca yaşayabilmek için ne varsa biz alıyoruz, inceliyoruz. Bunu bedelini ödeye ilerlemeye devam ettik ve devam ediyoruz. Ne olursa olsun özgürlüğün önüne hiç kimse set koyamaz. Bu bağlamda iddiamız, mücadelemiz gerçekten gün be gün büyüyor ve Türkiye Kadın Hareketi olarak da veya diyelim diğer kadın çevreleriyle birlikte zaten ortak bunun mücadelesini verme
egemen zihniyete karşı mücadele eden demokratik bir yaşam, bir toplum yaratma konusunda da zaten bizim tüzük ve programımızda mevcuttur. Bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Il est bien entendu, nous nous inspirons aussi de différents mouvements, nous étudions de différents mouvements, nous essayons de prendre le meilleur du possible. Et quel que soit le prix à payer, bien que nous payions un prix très fort pour la paix et pour la démocratie, nous continuerons. Ça fait partie également des statuts de notre parti et de notre mouvement. Nous continuerons à combattre, à nous battre pour développer la démocratie et pour la construction d'un monde meilleur et de la paix. Son cümle, Kürdistan'da DTK var. Tüm inançların, halkların içinde kendisini ifade edebileceği bir mekanizma. Türkiye'de HDK var. Yine kadınların, inançların, halkların kendisini ifade edebilecek bir kongre. İkisi de kongredir Kürdistan ve Türkiye'de. Dolayısıyla biz toplumsal ayağı, toplumsal çalışmalarımızı zaten burada örgütlemeye çalışıyoruz. Bir bu. Bir de Türkiye Kadın Hareketleri var, ortaklaşıyoruz. Kürdistan'da TEJA, Kürt Kadın Hareketi var. Yine HDP Kadın Meclisi ve birimleri var. Toplamında aslında yeni yaşamı inşa etme konusunda ciddi anlamda imkanlar ve fırsatlar da var. Ne kadar fırsat vermezlerse de fırsatlar oluşmuş durumda. Hepsinin toplamında biz şöyle formüle ediyoruz. Az devlet, çok demokrasi. Her şey devlet için değil, toplum için. Ama tabii ki devletsiz de olmuyor. Bir biçimde güvenlik vesaire şu bu da bir ihtiyaçsa az devlet, çok demokrasi, demokratik ulus perspektifiyle biz diyoruz ki başaracağız. Pour résumer une dernière chose, c'est que ensemble, en Turquie, nous avons aussi mis en place le Congrès pour une société démocratique où se trouvent l'ensemble des composants de la société civile du Kurdistan et de Turquie. Il y a aussi l'Assemblée des femmes turques et des Kurdes. Pareil, l'ensemble des composants se trouvent au sein de ces structures. Bien que nous sommes, bien entendu, il existe beaucoup de difficultés, il existe beaucoup de difficultés et que le chemin est long, nous sommes persuadés et nous prétendons que nous réussirons parce que nous n'avons pas d'autre choix que de réussir. Bugün ülkede ekonomik kriz var. Ekonomik kriz olduğu yerde durduğu yerde çıkmaz. 40 yıldır sen kendi iç savaşı, yani Kürtlerle savaşırsan veya Orta Doğu'yu kan gölüne dönüştürüp ben egemen olurum, her şey benim etrafımda dönmesi gerekiyor dersen tabii ki ekonomik kriz kaçınılmazdır. Yani şu anda gerçekten ciddi anlamda bir krizle karşı karşıyayız ülkede. Kimi bizim politik ve siyasal öngörülerimizle birlikte önlem almaya çalışsak da ama maalesef önüne geçemiyoruz. Çünkü savaş var. İç savaş, dış savaş güzelim ülkeyi bu hale getirildi. Bu bağlamda bir savaş hükümeti veya savaş zihniyetinin sonucu bu olsa gerek. Yani kriz kaçınılmazdı. Ekonomik kriz savaş krizidir aynı zamanda. Toplamda savaşın yaratmış olduğu krizdir. Ekonomi, siyasi, diplomasi anlamında, ciddi anlamda Türkiye'nin bir kriz içerisinde olduğunu da maalesef burada tekrardan paylaşmak isteriz. La Turquie vit actuellement une crise économique profonde. Bien entendu qu'elle vivra cette crise économique profonde puisque ça fait 40 ans qu'elle est en guerre contre le peuple kurde. Et non seulement il y a une guerre qui se poursuit depuis plus de 40 ans, maintenant elle est en guerre dans l'ensemble du Moyen-Orient. La guerre à l'intérieur, la guerre à l'extérieur,
du pays. La crise profonde sur le plan économique que vit actuellement la Turquie, elle est la conséquence de cette guerre qui perdure depuis plus de 40 ans contre le peuple kurde. Evet, dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sıra gelirse tekrardan alırız. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Évidemment, nous sommes à votre disposition. Merci. Merci Zeynep d'avoir réussi à respecter ce timing court qui était un peu plus long puisqu'il y a la traduction mécaniquement, c'était prévu. Juste avant de passer la parole à André Bourgeot, pour parler très rapidement aussi de Proche-Orient en général, Irak, Liban, etc. Le réflexe qu'on doit tous avoir, je crois, qu'on soit France insoumise ou pas, c'est pas la question, mais en tant que progressiste, c'est de nous défaire des visions ethniques, confessionnelles qu'on nous impose. On nous parle en permanence de guerre chiite, sunnite, etc., etc. Rien ne sera réglé en Irak, au Liban, en Syrie. En Syrie, elle en a déjà un peu parlé à travers le Rojava, mais c'est valable aussi pour le reste du pays. En Turquie, évidemment, et j'en passe. Rien ne sera réglé tant qu'on ne répondra pas à des aspirations de base des peuples. En Irak, les centaines de milliers de gens qui ont manifesté ces 2 dernières années, et ça a abouti à des résultats électoraux assez intéressants, n'ont pas manifesté parce qu'ils étaient chiites ou sunnites. Ils ont manifesté pour l'électricité, pour l'emploi, pour la sécurité, parce que l'offensive de Daesh qui avait pris le pays en 2 semaines montrait qu'il y avait un petit problème de sécurité, etc. C'est la même chose au Liban. Voilà. Donc le grand défi au Proche-Orient, c'est ça. Il n'y aura pas de paix durable à long terme, même à moyen terme et même à court terme, tant qu'on ne répondra pas à ça. Et c'est ça une solution politique. Voilà. Je le dis parce qu'il est maintenant convenu dans l'idéologie dominante qu'il faut une solution politique. Parce qu'ils voient bien que ça ne marche pas uniquement bombarder. Bon, puis alors, dans la diplomatie, il faut toujours dire oui, il faut une solution politique. Le problème, c'est que dans la bouche de notre président et de ses quelques conseillers, une solution politique, c'est on réunit 4 chefs d'État, on signe un accord. Non, ça, c'est pas une solution politique, ça, c'est un accord. Une vraie solution politique, c'est des choses qu'on peut voir sur le terrain. Et je pense qu'à travers le cas du Mali et plus largement du Sahel, on peut avoir peut-être des constats similaires. Et je donne maintenant la parole à Monsieur Bourgeot, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Sahel. Parce que vous savez que notre armée est au Mali en ce moment depuis 5 ans. Je vous invite à regarder, si vous le savez pas, les prises de position qu'on avait faites en janvier 2013 au moment de l'intervention au Mali, qui nous donne l'actualité nous donne assez raison. Je vous laisse la parole. Elle y est encore pour quelques années. Oui. Bien, merci d'être venu assister à cet exposé. Compte tenu de la complexité des situations géopolitiques qui prévalent dans l'espace saharo-sahélien, je me suis appuyé pour essayer de donner une meilleure compréhension de cette situation. D'abord sur des événements que je contextualiserai à chaque fois et aussi que je caractériserai politiquement. Le premier élément qui me paraît fondamental dans la situation qui prévaut actuellement, c'est le cadre religieux. Qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble, plus particulièrement dans le septentrion malien ? Je crois qu'il faut relier ça à la situation en Algérie, avec la guerre civile en Algérie qui a duré 10 ans de lutte contre le salafisme djihadiste. C'est en 2007, après le démantèlement du groupe salafiste pour la prédication et le combat en Algérie, démantelé par l'armée de libération nationale, qu'une partie de ces éléments se réfugie dans le septentrion malien et se sanctuarise. Ça, c'est en 2007. Donc ça veut dire à l'époque où encore Oussama Ben Laden vivait. Sanctuarisation, ça veut dire installation pérenne et développement de liens avec les populations locales, notamment à travers les mariages. Il n'y a pas meilleur moyen que de s'implanter en épousant des femmes autochtones et plus particulièrement des femmes mortes pour certains des cas. Et dans d'autres cas aussi, plus surprenant, avec des femmes touaregs, notamment de la tribu Innan. Donc sanctuarisation du septentrion, lequel septentrion relevait, en tout cas de mon point de vue, d'une zone de non-droit, dans la mesure où l'État malien brillait par son absence. Alors, zone de non-droit, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la porte ouverte, ou disons le portail ouvert
à tous les trafics, y compris trafic de drogue, parce qu'on en parle peu, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, voire de stratégique, notamment la cocaïne et puis le cannabis. Zone de non-droit, ça veut dire aussi la porte ouverte à tous les trafics humains dont on parle beaucoup maintenant avec les migrations. Et puis, bien sûr, la porte ouverte à des formes de banditisme organisé. Telle était la situation dans le Septentrion en 2007, à la création de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça fait référence au Maghreb islamique, mais ça s'installe, ça se sanctuarise dans l'espace saharo-sahélien. Je parle d'espace saharo-sahélien et non pas de Sahel, parce que les enjeux majeurs, depuis des décennies, on peut dire, c'est plus sur le Sahara que sur le Sahel. Ensuite, ça s'est élargi, bien sûr, sur le Sahel, d'où l'expression espace saharo-sahélien. Donc, c'est cette situation qui prévaut en 2007 avec un Al-Qaïda au Maghreb islamique qui génère de nouvelles entités que j'ai caractérisées à l'époque comme étant des narco-djihadistes. Je pense que l'appellation correspondait aussi à leur pratique, avec la création du mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez, il y a déjà un référent de territoire, et ce territoire, pas de territoire, mais disons d'espace, puisque ça concerne l'espace de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Donc, il y avait déjà une tentative d'extension à travers la création du MUJAO, particulièrement rigoureux, allons dire. Et quelque temps après, la création d'un nouveau mouvement qui se réclame d'Al-Qaïda, Ansar ad-Din al-Salafiyya, qui lui est composé et dirigé par un autochtone et qui concerne essentiellement les populations du Septentrion. Donc, vous voyez, c'est ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est que vous avez Al-Qaïda au Maghreb islamique, la matrice, la mère, si vous voulez, qui, elle, s'occupe de tout ce qui relève de l'international, y compris pour la négociation des otages, etc. Le MUJAO qui concerne l'espace de l'Afrique de l'Ouest, et puis toute la partie autochtone, où là, c'est véritablement le ferment de la lutte, parce que les mécanismes d'identification des populations locales s'identifient beaucoup plus facilement à un leader de surcroît charismatique qu'à une huileuse qui est un petit peu lointaine. Une autre précision par rapport à AQMI, parce que je crois qu'il y a des relations internationales importantes, c'est que les cadres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique sont tous des Arabes qui ont fait le coup de feu en Afghanistan à l'époque de la lutte contre l'Union soviétique. C'est quand même un élément d'information important. Donc tout cet ensemble-là que j'ai caractérisé comme relevant de l'islam business, manifestement le business il est là, qui s'inscrit dans un islam tolérant, sunnite, de rite malékite, etc., donc très ouvert. Voilà la situation qui prévaut à partir de 2007. Ça, c'est pour le cadre religieux. Maintenant, le cadre laïque, aussi, parce que ces deux cadres vont se combiner d'une manière organique et ça va donner la situation qui prévaut actuellement, disons, depuis 2007. Ce qui me paraît fondamental, c'est ce qui se passe en Libye en 2011, sous le quinquennat du mari de Carla Bruni. Vous savez, comme vous le savez, pas obligé de rire, qui sous les conseils d'un philosophe dont j'oublie le sigle, je confonds toujours BHV et BHL. Je ne sais jamais faire la distinction entre les deux. Mais en tout cas, c'est sous ces conseils avisés qu'intervient militairement l'opération militaire franco-britannique, j'insiste, franco-britannique, avant celle qui précède l'OTAN. On a vu les conséquences que ça a eu sur la situation actuelle, je dis bien actuelle, sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien, puisque je crois que ce n'est pas trop fort de dire que l'assassinat du colonel Kadhafi avait été programmé. Je crois me souvenir que Mme Clinton Hillary à Tripoli avait déclaré que maintenant ça suffit, il faut tuer le colonel Kadhafi si on veut arriver à quelque chose. Donc, effectivement, ça s'est fait. Ça a débouché sur quoi ? Ça a débouché sur une déstabilisation généralisée sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien, puisque les forces djihadistes qui avaient été fortement réprimées à l'époque de Kadhafi, avec une politique aussi de tribalisation, Kadhafi était très fort pour jouer sur les différentes tribus, par la corruption, par tout ce que vous voulez, mais, que vous le vouliez ou non, il y avait une stabilité sur l'ensemble de la sous-région, pour utiliser des expressions d'africanistes, et même au-delà. Après l'assassinat de Kadhafi,
les portes sont ouvertes, tout le monde se sert en armement. Et bien sûr, les forces djihadistes se libèrent, etc. C'est dans ce contexte-là, j'insiste un peu sur cet aspect, parce qu'à l'époque, on avait fait une conférence à l'Institut du monde arabe, et je me suis fait taxer de pro-dictateur, parce que j'avais dit que les conséquences de cette intervention seraient dramatiques sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien, c'est-à-dire de tous les États qui ont une partie saharienne. À l'époque, le seul qui m'a soutenu, c'était Régis Debray, qui était au fond, qui disait oui, effectivement, il faut être très vigilant. Rappelez-vous, à l'époque, la logique était d'un manichéisme redoutable. À partir du moment où on alertait sur les dangers, immédiatement, on basculait du côté du dictateur. Ça, c'est la bonne chose. Donc, cette situation résulte, je dis bien, directement de cette intervention militaire franco-britannique qui a précédé celle de l'OTAN, encore une fois. Et pourquoi ça intervient surtout au Mali? Parce que le Mali occupe une position géostratégique importante, je développerai par la suite, d'une part, et d'autre part, c'était probablement aussi l'État le plus fragile. L'État le plus fragile, on le voit à partir de 2007, parce que les autorités étatiques laissent sanctuariser AQMI, et puis entre l'Algérie et le Mali, je crois qu'il doit y avoir 1600 km de frontières communes, dont à peu près 1300 de frontières sahariennes. Donc ça veut dire incontrôlable. Donc c'était la situation idéale pour un État qui était déjà fragilisé. À propos de ces États-là, je crois qu'il faut aussi avoir une analyse historique de quelles ont été les conditions de création de ces États au moment des indépendances. Je vous rappelle, à titre comme ça, pour situer les choses, c'est quand même aussi des États qui ont été soumis au plan d'ajustement structurel 1989, je crois bien. Ensuite, à la dévaluation du franc CFA, ce qui n'a pas arrangé les choses, puisque le remboursement de la dette s'est fait doublement en fonction, relativement à la dévaluation du franc CFA. Et puis, bien sûr, les coups d'État militaires, il y a dû en avoir au Mali 2, au Niger 3, etc. Donc, ça ne favorise pas particulièrement la création d'un État qui pourrait exercer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Dans tous ces États-là, l'État n'a jamais été souverain dans ses parties septentrionales. Donc c'était l'idéal pour faire en sorte que les déstabilisations du pouvoir central se fassent à partir du septentrion. C'est dans ce contexte-là que les futurs rebelles indépendantistes qui ont été recrutés par Kadhafi dans les légions islamiques et puis lors de la dissolution des légions islamiques intégrées dans l'armée libyenne sont revenus pour les uns au Niger et pour les autres au Mali, avec un soutien quand même un peu douteux. J'en reviens à propos du mari de Carla Bruni, puisque c'est connu, ça a été déclaré, ça a été diffusé, ça n'a jamais été démenti. Ce mari-là a déclaré aux rebelles qui avaient intégré l'armée libyenne « Rentrez chez vous et je vous assure que vous aurez notre soutien dans vos revendications indépendantistes. » Vous pouvez vérifier la presse, c'est certains éléments des futurs rebelles qui l'ont déclaré, c'était publié dans les journaux mauritaniens, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas faux, c'est quelque chose qui est donc vrai. Déjà, une orientation de la politique française vis-à-vis des rebelles à dominante touareg ultra-minoritaires sur des finalités indépendantistes, dans un contexte où les forces, groupes armés salafistes djihadistes, sont particulièrement forts dans tout ce septentrion. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une convention qui a été signée entre ces groupes-là et les rebelles indépendantistes. Ça pose quand même question. Convention qui a duré, je crois, 4 ou 5 jours. Ensuite, à l'intérieur du mouvement national de libération de l'Azawad, il y a eu des dissensions et finalement la convention a été remise en cause. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il n'y avait pas et qu'il n'y a pas encore une dimension religieuse, salafiste, djihadiste au sein de ce mouvement national de libération de l'Azawad. Dans cette situation-là, le président de l'époque, qui n'était le mari de quelqu'un, mais je ne connais pas le nom de sa femme, sollicite l'intervention militaire des Français. C'est l'opération Serval, donc une intervention légalisée qui résulte d'une demande des autorités politiques maliennes, demande qui est approuvée bien sûr par la politique française, mais aussi par une certaine légitimité
conférée par l'ONU, puisque c'est à cette époque-là que se crée aussi une mission issue de l'ONU. C'est l'opération Serval. Tout le monde a entendu parler de l'opération Serval. Vous savez, Serval, c'est un petit félin saharien dont la caractéristique est d'avoir de grandes oreilles et autres caractéristiques, des oreilles bien pointues et autres caractéristiques. Il urine 35 fois par heure. Donc, il marque son territoire à longueur de temps. J'ai trouvé que le recours à l'appellation Serval ne manquait pas d'humour. Et comme je suis toujours de mauvais esprit, vous voyez ce que ça peut donner comme type d'interprétation. Quoi qu'il en soit, l'objectif de Serval était d'enrayer la descente des groupes armés salafistes djihadistes qui partaient du nord et dont l'objectif déclaré, mais je pense que ça faisait partie de la propagande française, que ce n'était pas l'objectif de ces groupes-là, sont arrêtés militairement dans 2 endroits, notamment Konnad, si vous voulez, sur la boucle du fleuve Niger, et à Djabali. Donc on peut considérer que sur le plan militaire, je dis bien sur le plan militaire, ça n'a pas été un échec, même c'est un succès, puisque ces groupes-là ont été stoppés par l'opération militaire française. De mon point de vue, en bon stratège, ça ne veut pas dire que je suis stratège, mais les salafistes djihadistes sont de fins stratèges. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à Bamako sans avoir sécurisé les espaces générés par les 2 villes que je viens de citer. Donc c'était peut-être quelque chose qui était lointain. Et par ailleurs, il y avait quand même des cellules dormantes salafistes djihadistes. Ils n'avaient pas intérêt à aller sur Bamako. Quoi qu'il en soit, l'armée française, militairement, a atteint son but. Et, contrairement à ce que vous pourriez penser, elle a été perçue par l'immense majorité du peuple malien comme étant une armée de libération. Le nombre de drapeaux bleu, blanc, rouge qui sont vendus à Bamako, ça fait la fortune de certaines personnes. Politiquement, cette fois-ci je parle sur le plan politique, on peut dire que c'est le début de la catastrophe politique. Officiellement, l'intervention militaire était appelée à ne pas durer. On voit que ça a été l'enlisement et que maintenant, c'est encore pire que l'enlisement. Quoi qu'il en soit, politiquement, ça a été un échec dans la mesure où ces groupes salafistes djihadistes n'ont pas du tout été éradiqués. Ils ont été stoppés militairement, mais ils ont eu des capacités à se reconstruire et à créer de nouveaux groupes armés. C'est le début du retour du coup du boomerang, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a un renversement de l'opinion publique malienne vis-à-vis de la présence des troupes françaises, parce que c'est aussi dans ce contexte-là que se met en place une partition territoriale du territoire malien. Partition territoriale qui se fait sous l'influence sur les actions menées par les groupes indépendantistes du Mouvement national de libération de l'Azawad, par les groupes armés salafistes djihadistes et par un coup d'État qui intervient en 2013, qui est mal préparé, comme assez souvent le cas en Afrique, qui ne s'est pas toujours très bien préparé, et qui fait en sorte que, de facto, il y a une partition territoriale. Ça veut dire que l'État n'assure plus son autorité et sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national, puisque le Mali est coupé en 2, donc ça fait les 2 tiers ne sont plus soumis aux autorités étatiques. Il n'y a simplement qu'un tiers où ça va qu'à un. Maintenant, je reviens sur c'est une situation qui prévaut jusque dans les années 2013-2014. Les rapports de force militaires avec les groupes indépendantistes, cette fois-ci, je suis dans le cadre des groupes armés laïques, puisque la déclaration politique était à finalité laïque, fait en sorte que sous la pression des organisations internationales, finalement, on arrive à trouver une sorte d'accord pour signer des accords de paix, d'abord paraphés. J'insiste sur le fait que ça a été paraphé par la plupart des groupes armés, mais pas signés. Il a fallu attendre encore 6 mois avant que ces accords de paix, dits accords d'Alger, soient signés par tous les belligérants, sans passer par un désarmement de ces groupes armés. Donc c'est un accord de paix qui ne peut être que bancal à partir du moment où il n'y a aucune autorité qui oblige ces groupes armés à quitter les armes, c'est nécessairement pipé. Donc
chose importante dans cette situation-là, c'est le contenu des accords de paix. Le contenu des accords de paix, qui ne sont toujours pas applicables, c'est toujours pas appliqué parce que probablement inapplicables, va tout à fait dans le sens de la mise en place de régions-États. Alors, une des caractéristiques de la mise en place de ces régions-États, c'est que le président de région est élu au suffrage universel direct, au même titre, selon les mêmes modalités que le président de la République. Il n'est pas élu par l'Assemblée régionale, il est élu sur le plan universel, c'est-à-dire qu'il est détenteur pratiquement de tous les pouvoirs. Donc cette mise en place des régions-États concerne, si vous voulez, des formes de fédéralisme qui ne dit pas son nom. Tout ça dans un contexte, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, de transformation de l'opération Serval, qui était ciblée uniquement sur le Mali et qui se transforme en opération militaire française Barkhane, qui s'étend sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien. Ça veut dire sur la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. L'Algérie n'est pas dedans. Ce qui me permet de dire qu'en définitive, c'est des formes nouvelles de militarisation de l'espace saharo-sahélien dont les objectifs non déclarés, c'est de protéger les intérêts économiques français et nationaux. Je crois que les deux aspects ne sont pas dissociables. Et ensuite, je pense aussi que ce n'était pas fait sans penser à la protection des intérêts du groupe Vincent Bolloré, qui intervient quand même dans 15 ports africains, qui est actionnaire majoritaire dans beaucoup de ports, et puis bien sûr, sur tout l'aspect réseau ferroviaire, sur l'aspect réseau. Il faut avoir... D'accord, il faut... Je lisais ce qu'il y avait décrit. Non, cette militarisation de l'espace saharo-sahélien visait également à protéger les intérêts de Vincent Bolloré. Vous suivez l'actualité, vous voyez aussi ce qui se passe actuellement avec Vincent Bolloré. Donc, militarisation de l'espace saharo-sahélien. Maintenant, puisque je dois aborder la conclusion, je pense que pour comprendre la situation actuelle, on ne peut que la comprendre, bien sûr, avec une analyse des politiques intérieures, mais avec ce qui se passe à l'extérieur, mais il faut, me semble-t-il, en tout cas c'est mon point de vue, la relier directement, ou en tout cas indirectement pour mieux comprendre les choses, avec la crise systémique. Je crois que tout le monde le reconnaît, y compris les économistes qui ne se réclament pas particulièrement du marxisme, qui reconnaissent que la mondialisation capitaliste, ils n'utilisent pas ce terme-là, mais est en crise systémique. À chaque fois qu'il y a une crise systémique, il y a une crise du capitalisme systématique, elle tente à exporter cette crise-là. Or, actuellement, les conditions d'exportation de la crise sont difficiles parce que l'obstacle majeur, on le voit au niveau de l'Europe, c'est bien sûr la prédominance des États-nations qui ne sont pas toujours très ouverts pour dire en sorte, bon, vous allez faire autre chose. Donc, ce qui est à l'ordre du jour, c'est de créer les conditions de réorganisation du politique à l'intérieur des frontières actuelles. Il n'y a aucun pouvoir qui va aller dans le sens de la remise en cause des frontières issues de la colonisation, sinon c'est un chaos généralisé. Personne ne pourra maîtriser ce chaos. En revanche, si vous agissez sur de nouveaux types d'organisation politique à l'intérieur des nations, y compris par la démocratie élective, j'en dirai deux mots tout à l'heure, on peut procéder justement aux conditions qui permettent l'élargissement du système capitaliste. Et les accords de paix avec les régions-États, c'est l'idéal. Pourquoi c'est l'idéal? Parce que ça institutionnalise les rapports d'inégalité à travers les différentes régions. Et les accords de paix, bien sûr, ne prévoient pas de passerelle qui permettrait d'aller dans le sens du rétablissement de certaines égalités, d'une part. D'autre part, les régions-États, dans la composition ethnique du Mali, ça renvoie, que vous le vouliez ou non, de facto, à une territorialisation ethnique. Donc le système actuel, il a intérêt à ce genre de système parce que quand il va développer des relations économiques, il ne va pas développer des relations économiques avec des États-régions forts. Bien sûr que non, il va développer des relations économiques là où il va y avoir des intérêts et on retombe sur le problème des enjeux sur les ressources extractives et ça ne peut que faciliter le redéploiement, en tout cas la diffusion de nouvelles formes d'organisation du politique qui viseraient à satisfaire les intérêts de ce capitalisme mondialisé en crise. Et je termine là-dessus parce que j'ai été stupéfait de lire il y a 2 jours un article de La Croix
qui fait référence, je ne me souviens plus du nom de l'économiste, qui disait qu'actuellement, l'Algérie irait dans le sens de l'instauration d'un régime fédéral au Mali. Si vous vous mettez à la place de l'Algérie, le septentrion malien et le Mali ne peut pas en aucun cas fonctionner sans l'apport de l'Algérie. Actuellement, c'est la fraude qui domine, mais ça veut dire que l'Algérie a capacité. Ce n'est pas un point de vue idéologique, loin s'en faut. Mais la question que je me pose, est-ce que ça ne permettrait pas à l'Algérie de sortir de la situation politique et économique qui est un peu dramatique actuellement en Algérie, parce que tout le septentrion malien ne peut pas fonctionner sans des relations commerciales, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau du carburant, que ce soit au niveau militaire, etc., sans l'Algérie qui, de facto, joue un rôle extrêmement important dans la sous-région. J'ai été 15 minutes ou non 20, mais c'est 20. Excusez-moi. Mais c'est pas grave. Je vous remercie. Bon, on peut conclure sur le fait que la France, malheureusement, risque d'être enlisée pendant un moment dans cette affaire et on aura toujours l'occasion de développer encore beaucoup plus longuement, par exemple dans le cadre d'émissions de notre chaîne. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Sergio Avalos, qui est le représentant, le porte-parole du parti Morena en France, qui va remplacer brillamment sa camarade Jimena Viveros, qui était la conseillère paix et sécurité du prochain gouvernement mexicain qui devait venir, qui a eu un accident de voiture. Je voudrais juste m'excuser par avance parce que, bon, on a vu trop gros, il y aura une grande difficulté à faire des échanges avec la salle. Il est déjà 17h06. L'atelier suivant commence à 17h30. Ça nous laissera peut-être un peu à la fin, mais on va réactiver sérieusement la boîte mail du livret. C'est aussi à ça que ça sert, pour poser toutes les questions, échanger. Je suis désolé, voilà, nous ne sommes pas des militaires en termes de timing, quoique le militaire peut aussi poser problème à ce niveau-là. Je donne la parole à Monsieur Avalos. Merci. Pardon. Merci beaucoup. Je voudrais remercier la France Insoumise pour l'invitation et insister sur les excuses de Madame Viveros qui n'a pas pu venir à cause de cet accident de voiture. Donc, comme vous savez, ce 1er juillet dernier, le Mexique a basculé, a fait un grand pas vers un changement de régime, un changement de modèle économique qui était un peu inespéré, même par la classe politique elle-même. Et je remercie beaucoup cette opportunité de pouvoir parler du Mexique, parce que c'est un pays dont j'estime qu'on n'en parle pas assez, en tout cas dans les médias. Quand on aborde l'Amérique latine, en général, on a tendance à parler surtout du Venezuela. Ça a été évoqué hier par Jean-Luc Mélenchon. En fait, tous les arguments que la France, les citoyens français ont subis pendant la campagne électorale dernière, on les a vécus aussi au Mexique. On nous disait il ne faut pas voter pour Andrés Manuel López Obrador et pour Morena parce que vous allez devenir comme le Venezuela. En fait, le castrochavisme, c'est un épouvantail impressionnant partout dans le monde, que ce soit en Espagne, en Colombie ou au Mexique. C'est exactement les mêmes mots, les mêmes arguments. Vous allez devenir comme le Venezuela. Et la réponse était qu'à certains égards, la situation du Mexique est pire que celle du Venezuela. Sauf qu'on n'en parle pas, parce que depuis des décennies, le Mexique est un pays partenaire des États-Unis et que le Venezuela a tenu tête, avec tout le problème qu'on ne peut pas nier, mais a tenu tête aux géants américains. Et c'est pas... Au Mexique, je pense en plus que c'est un exemple intéressant pour la France, parce que comme le Chili, le Mexique a été l'un des labos du néolibéralisme depuis 1988. Et donc ce que la France est en train de vivre aujourd'hui,
le démantèlement des universités, le démantèlement des entreprises de l'État, etc. Nous, on l'a vécu graduellement à partir de 1988. Donc on connaît les conséquences. Et c'est très clair. 1988 arrive au pouvoir donc un président qui commence à mettre en place toutes les réformes structurelles qui étaient souhaitées par la droite du pays et par les puissances étrangères depuis longtemps, et qui visaient notamment à privatiser l'industrie pétrolière, enfin l'industrie énergétique en général, et à mettre le pays du coup dans cette globalisation. Aujourd'hui, le Mexique, c'est l'un des pays qui a signé le plus d'accords de libre-échange dans le monde, avec le plus de pays. Je crois qu'on a quasiment d'accords avec tous les pays de la planète. Parmi les conséquences, et c'est là que j'attire l'attention des citoyens français, on a surtout signé cet accord connu comme NAFTA, pensez au TAFTA, ALENA dans les sigles en espagnol, avec les États-Unis et le Canada. Donc, jusqu'à une certaine époque, le Mexique était un gros producteur de maïs. Le maïs, d'ailleurs, c'est une culture originelle du pays. Aujourd'hui, on importe du maïs. Le Mexique, c'est aussi le 9e producteur du pétrole dans le monde. Et on importe de l'essence. Donc, vous voyez, c'est toujours cette mécanique qui fait qu'à la fin, en tant que pays producteur, vous vous retrouvez dépouillé de toute souveraineté et vous importez même tout ce dont vous avez besoin, même pour manger. Donc, tout ça a continué. Et en 2000, parce que formellement, c'est une démocratie, hein, il y a des élections tous les 6 ans. Mais 2000, il y a eu un grand espoir parce que pour la première fois, le Parti révolutionnaire institutionnel a été, entre guillemets, chassé du pouvoir. Mais c'est une transition qui a été trahie par ce président qui s'appelait Vicente Fox et qui a suivi avec la modernisation et les changements structurels et surtout qui a trahi la démocratie parce qu'il a imposé par la fraude, le président suivant, qui était de son même parti en 2006, il impose le président Felipe Calderón. Alors là, c'est important, parce que 2006, ce président arrive au pouvoir, il gagne, entre guillemets, avec une différence de 0,5%. Et des soupçons énormes de fraude électorale, prouvés d'ailleurs, etc. Bon. Comme il arrive dans une situation avec très peu de légitimité, il se dit, 12 jours après son intronisation, on déclare la guerre contre les trafiquants de drogue. Sans avoir... Ça c'est un peu comme Macron, hein, ça, c'était pas, il n'en parlait pas pendant les campagnes, ce n'était pas dans son programme. Donc il n'y avait aucune planification, il n'y avait rien. Donc il se met littéralement une veste militaire et il dit on déclare la guerre aux trafiquants de drogue. Je peux vous dire, cette guerre a été continuée par le président d'après, élu aussi par la fraude en 2012 et qui a été reçu pour le 14 juillet 2015 par M. Hollande sur les Champs-Élysées. Donc le résultat de cette guerre aujourd'hui, et c'est là où on dit qu'on est dans une situation pire que le Venezuela, c'est qu'on est à 300 000 personnes mortes dans le pays. On estime qu'il y a plus de 35 000 personnes disparues, qu'une personne disparaît toutes les 2 heures dans le pays.
Et vous avez peut-être entendu parler juste, parce que ça a été un cas très médiatisé, des 43 étudiants qui ont été enlevés et disparus et dont on ne retrouve toujours pas la trace. Ils ont été enlevés en 2014. Donc c'est ça la situation, le contexte dans lequel on aborde la campagne pour la troisième fois de Morena. Bon, en 2006, ce n'était pas encore Morena. Morena, en fait, naît en tant que mouvement politique en 2011-2012 et en tant que parti proprement dit. En fait, c'est la première fois qu'on participe à une élection présidentielle. Mais le candidat était le même et les idées étaient les mêmes. Et jusqu'à la dernière minute, on se disait, la question, j'ai eu l'opportunité de vivre ça directement là-bas, la question qu'on se posait tous les militants était, est-ce que cette fois, on va avoir suffisamment de voix pour que, malgré la fraude, parce que fraude, il y en a eu, hein, ils ont acheté, mais ils ont dépensé des tonnes d'argent pour acheter des voix, etc. Mais malgré tout, on a gagné non seulement la présidence de la République, cette fois, il y avait environ 3000 postes d'élection populaire qui étaient en jeu. On a gagné la majorité à l'Assemblée nationale et la majorité au Sénat et 4 gouverneurs sur 6. Il y a une qui est encore en cause parce que le niveau de fraude était vraiment scandaleux. Bon, on verra. Mais en tout cas, 2018 a marqué, et je pense que là c'est pour de bon, la fin du Parti révolutionnaire institutionnel qui a été relégué à une lointaine 3e place. Eux-mêmes, ils ont déclaré qu'ils avaient subi un véritable tsunami et ils pensent eux-mêmes qu'ils ne vont pas se relever, en tout cas pas avec les mêmes noms et les mêmes sigles. Donc on parle là que la population mexicaine a voté en masse pour un changement de modèle, mais nous pensons que c'est aussi pour un changement civilisationnel. Alors, peut-être l'une des choses les plus importantes auxquelles on aura à faire face, c'est justement la pacification du pays. Parce qu'il y a des armes, vraiment des guerres dans le pays. Les armes, justement, qui ont été utilisées pendant l'enlèvement des 43 étudiants étaient des armes allemandes. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est que les États-Unis posent ou ont les consommateurs de drogue, ils ont les armes, et nous, on met les morts. C'est une équation qui n'est pas possible. Donc, ce qu'on propose, c'est d'entamer la pacification du pays par la restructuration de toutes les institutions au service qui peuvent permettre de rendre la justice. C'est l'une des questions clés parce que les familles des victimes des disparus ne savent toujours pas où sont les dépouilles, même ils ne peuvent pas passer au deuil des personnes. Il faut entamer un grand nettoyage des corps de police et faire retourner graduellement l'armée dans les casernes. On propose également une amnistie pour toutes les personnes. Bon, ça, les modalités seront à établir par l'Assemblée nationale. Mais l'idée, c'est de proposer une amnistie à toutes les personnes qui ont été obligées, par exemple, de cultiver de la drogue, où il y a pas mal de cas de jeunes ou d'enfants qui ont été obligés par les trafiquants de participer en tant que guetteurs, etc. Donc toutes les personnes qui n'ont pas commis de crimes graves et qui ont été obligées par les trafiquants
on va essayer de les sortir de cette dynamique. Et évidemment, ça demande des propositions au niveau régional. Ça implique aussi une dépénalisation des drogues et même la légalisation, la production légale, par exemple, du pabo somnifère. C'est vraiment pas évident parce que, en fait, la légalisation de drogue au Mexique, il y avait déjà eu un essai en 1940. Le président de l'époque avait essayé et ça a été légal et ça a permis de faire baisser le niveau de violence, le niveau de trafic pendant 4 mois. Mais c'est les Américains eux-mêmes qui se sont opposés et qui ont fait pression sur le gouvernement de l'époque pour arrêter tout ça. Donc, on pense aussi que c'est important d'essayer que les jeunes et les enfants, au lieu de voir le trafic de drogue comme un horizon, puissent avoir accès à l'université et à la formation professionnalisante continue. Et de ce fait, il y a la proposition, on l'a déjà fait, Morena a déjà commencé dans les régions où elle a déjà des maires ou des députés locaux. Il y a la proposition de créer 100 universités publiques complètement gratuites pour permettre à tous les jeunes qui le désirent ainsi de continuer des études. Donc, en fait, on a des propositions qui essayent d'aller à la racine du problème. On va pas s'attaquer, continuer cette guerre de la même manière. Nous, on pense, Morena pense qu'il vaut mieux s'attaquer au blanchiment d'argent et à toute la partie financière des cartels que de continuer cette guerre dans les rues du Mexique. Voilà. Voilà, grosso modo, les grandes lignes de cette lutte. Ce n'est évidemment pas facile. Hein. Je crois que la meilleure description de la situation l'a donnée un ancien dictateur mexicain qui disait que pauvre Mexique, si loin des dieux et si près des États-Unis. Donc malheureusement, c'est ça la situation. Donc, je voudrais juste terminer en vous demandant de rester très attentifs parce que je pense que dans les médias, on va continuer à évoquer plus l'épouvantail du Venezuela qu'à parler de ce qui se passe au Mexique. Hier, Jean-Luc a évoqué une conversation qu'il a eue avec Andrés Manuel López Obrador et la peur même qu'il se fasse tuer. C'est complètement vrai. Nous avions tous cette peur. C'est au point qu'il a refusé que le corps de l'armée qui est en charge de la sécurité des présidents de la République s'occupe de sa sécurité. Il se méfie énormément de l'armée. Donc il organise un corps de sécurité à lui, civil, etc. Il a renvoyé ce corps de militaires dans les casernes. Et ils sont évidemment pas contents. Donc aussi la possibilité de coup d'État a toujours été très présente. Et la présence de la CIA et de tous les corps, les agences américaines dans le pays. Il n'y a pas de base militaire, heureusement, mais les différentes agences américaines sont largement sur le terrain. Donc merci encore une fois, et bon, peut-être qu'il y aura des questions. Je sais pas. Voilà. Merci beaucoup Sergio. Je suis désolé que tu aies eu que 20 minutes aussi. Un quart d'heure, 20 minutes. Je suis désolé avec la salle qu'on ne puisse pas échanger plus.
Ce que je vous propose, c'est que ceux qui veulent aussi échanger avec les intervenants, il y a un immense hall devant, hein, et je pense que la plupart d'entre eux sont à votre disposition. Monsieur Orcade a un train bientôt, mais il n'est pas non plus dans 3 minutes. Sergio, tu es là. Monsieur Bourgeot, je ne sais pas quand est-ce que vous devez rentrer. Et vous, vous êtes là aussi, donc voilà, vous pouvez échanger. Nous, pour l'équipe du livret, avec l'audio, avec Georges Kousmanus qui n'est pas là ce week-end, vous pouvez nous contacter sur la boîte mail du livret de la France Insoumise qu'on a réactivé. Voilà. Merci et encore désolé pour ces problèmes de timing. Je peux prendre ça là? Je peux le garder? En master en histoire chrétienne, et en fait, donc ça va, merci beaucoup. Avec plaisir.